J'ai vu les larmes de mon mari, Ibrahim, se mélanger à la sauce de son dîner alors que notre belle-fille, Sandrine, lui expliquait avec une condescendance insupportable qu'il ne savait plus tenir sa fourchette correctement. À 70 ans, Ibrahim est un homme dont le silence a toujours été synonyme de sagesse, un ancien ouvrier spécialisé qui a bâti notre vie à la force du poignet dans les banlieues de Nanterre. Mais ce soir-là, dans notre propre salle à manger, il ressemblait à un enfant puni. Sandrine, avec son air supérieur de cadre parisienne, l'avait réduit à néant devant notre propre fils, Laurent, qui baissait les yeux par lâcheté. Elle avait transformé notre foyer, notre sanctuaire, en un tribunal où nous étions les accusés permanents. Elle pensait que parce que nous étions vieux, parce que nous étions noirs et parce que nous étions discrets, nous étions des proies faciles. Elle ne savait pas que sous mon calme apparent, moi, Sophie, je préparais une riposte qui allait non seulement lui ôter ce sourire méprisant, mais surtout lui montrer que l'on ne piétine pas impunément l'honneur d'un homme bon dans sa propre demeure. Avant que je ne vous raconte comment j'ai orchestré cette vérité éclatante pour restaurer la dignité de mon mari, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Votre présence ici est essentielle pour faire vivre ces récits de justice. Et vous, avez-vous déjà dû protéger un être cher contre l'arrogance d'un membre de votre propre famille? Partagez vos expériences les plus marquantes en commentaire, je vous lirai avec beaucoup d'attention. Le calvaire a commencé il y a 6 mois, quand Laurent et Sandrine se sont installés chez nous temporairement après une prétendue crise immobilière. Au début, j'ai ouvert mes bras et ma cuisine, comme j'ai toujours appris à le faire. Mais Sandrine a très vite marqué son territoire. Elle a commencé par critiquer ma façon de cuisiner le thieboudienne, disant que c'était trop gras, trop épicé, pas assez moderne. Puis elle s'en est prise à Ibrahim. Mon mari est un homme de rituel. Il aime lire son journal sur le balcon en écoutant le bruit de la rue. Elle a décrété que c'était bruyant et peu élégant pour les appels vidéo qu'elle passait pour son travail. Elle le reprenait sans cesse sur sa démarche, sur sa mémoire, sur sa façon de s'habiller. Elle utilisait un ton mielleux, cette fausse bienveillance que l'on réserve aux incapables, pour lui dire de rester dans sa chambre quand ses amis venaient prendre l'apéritif. Elle le traitait comme un meuble encombrant, une relique du passé dont elle avait honte. Ibrahim, par amour pour Laurent, ne disait rien. Il s'effaçait, devenant chaque jour un peu plus transparent. Je voyais ses épaules se voûter, lui qui marchait autrefois la tête si haute. Laurent, mon propre fils, était devenu l'ombre de sa femme. Il acquiesçait à chaque remarque acide, pensant sans doute que c'était le prix à payer pour la paix dans son couple. Un jour, j'ai essayé de parler à Sandrine en tête-à-tête dans la cuisine. Je lui ai dit calmement « Sandrine, c'est la maison d'Ibrahim, il a le droit d'y respirer librement. » Elle m'a regardé avec un mépris que je n'oublierai jamais. Elle a ricané et m'a répondu « Sophie, sois réaliste. Vous n'êtes plus en phase avec l'époque. Vous devriez être reconnaissant que je mette de l'ordre dans ce chaos. » À cet instant, j'ai compris que la diplomatie était morte. Elle pensait nous avoir conquis. Elle pensait que nous étions à sa merci parce que nous l'hébergions. Le point de rupture est arrivé lors d'un déjeuner dominical où elle avait invité ses parents, des gens aussi froids qu'une matinée d'hiver à Dunkerque. Pendant tout le repas, elle a fait d'Ibrahim le sujet de ses plaisanteries, racontant de fausses anecdotes sur sa prétendue sénilité pour amuser la galerie. Ibrahim restait silencieux, fixant son assiette, tandis que la rage montait en moi comme une marée inarrêtable. Mais je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement souri, car je savais quelque chose que Sandrine pensait avoir enterré très profondément. J'avais découvert, par un pur hasard administratif, le secret qui finançait son train de vie et son arrogance. Et j'allais m'assurer que ce secret soit révélé au moment exact où elle se croirait invincible. La chute allait être brutale, silencieuse et définitivement orchestrée par celle qu'elle appelait « la vieille ». Le silence qui a suivi ce déjeuner dominical était lourd, mais pour moi, il était rempli de calculs. J'ai observé Sandrine débarrasser la table avec cette arrogance qui la caractérisait, jetant des regards méprisants vers Ibrahim qui s'était réfugié sur le balcon pour échapper à son venin. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que son statut de cadre dans une grande boîte de conseil la rendait intouchable. Ce qu'elle ignorait, c'est que mon habitude d'infirmière retraitée de classer méticuleusement chaque papier m'avait menée vers une découverte qu'elle n'aurait jamais dû laisser traîner. Quelques jours plus tôt,
En rangeant le buffet où elle avait entassé ses dossiers, j'étais tombée sur une série de relevés bancaires et de notifications de contentieux. Sandrine n'était pas la femme d'affaires à succès qu'elle prétendait être. Elle était criblée de dettes, poursuivie pour des malversations financières dans son ancienne entreprise, et c'était la raison exacte pour laquelle il s'était installé chez nous. Elle ne gérait pas notre chaos, elle fuyait le sien en essayant de s'approprier notre patrimoine pour boucher ses trous. L'escalade a continué pendant les semaines suivantes. Elle a commencé à faire venir des entrepreneurs pour estimer les travaux de notre maison, parlant de casser des cloisons, de moderniser la cuisine, comme si nous n'étions déjà plus là. Elle s'adressait à Ibrahim comme s'il était un enfant en bas âge, lui demandant de ne pas traîner dans les pattes des ouvriers. Un après-midi, elle a même osé lui dire que son vieux fauteuil en cuir, celui qu'il aimait tant, allait finir à la déchetterie parce qu'il faisait tache dans son nouveau concept de décoration. Ibrahim n'a rien dit, mais j'ai vu ses mains trembler. C'était l'affront de trop. Je l'ai regardé, lui, cet homme qui avait traversé les épreuves de l'immigration, qui avait travaillé sur les chantiers sous la pluie et la neige pour que nos enfants ne manquent de rien, être ainsi piétiné par une femme qui n'avait construit que des mensonges. J'ai commencé à préparer ma contre-attaque avec une précision chirurgicale. J'ai contacté discrètement un ancien collègue de l'administration hospitalière qui avait des contacts dans les services financiers. Sans faire de bruit, j'ai réuni les preuves que le prêt qu'elle prétendait avoir contracté pour nous aider était en réalité un montage frauduleux utilisant l'identité d'Ibrahim. Elle avait imité sa signature pour obtenir des fonds. Elle ne se contentait pas de nous humilier, elle nous volait notre avenir. J'ai gardé ces documents dans mon sac de tricot, à côté de mes aiguilles, attendant le moment où elle se sentirait la plus puissante. Je continuais à lui servir son café, à supporter ses remarques acerbes sur ma lenteur, tout en sentant le poids de la vérité qui allait l'écraser. Le moment est venu, lors de l'anniversaire de Laurent. Elle avait organisé une grande réception, invitant ses collègues et des relations influentes pour montrer sa réussite. Elle avait relégué Ibrahim dans la cuisine, lui demandant de s'occuper du service en lui disant « Ça t'occupera, Ibrahim, et puis tu aimes te rendre utile, non ?» Elle l'avait même forcé à porter un tablier qu'il n'avait jamais mis. Laurent restait là, spectateur impuissant de l'humiliation de son père, trop lâche pour intervenir. Les invités riaient, buvaient notre vin, et Sandrine paradait, expliquant à tout le monde comment elle allait transformer cette vieille bâtisse en un loft contemporain. C'est à ce moment-là que je suis entrée dans le salon, non pas avec des plats, mais avec une pile de dossiers. Le silence s'est installé progressivement alors que je m'approchais du centre de la pièce. Sandrine a froncé les sourcils, un sourire forcé sur les lèvres. « Sophie, ce n'est pas le moment, on célèbre Laurent », a-t-elle lancé avec ce ton de maîtresse d'école qu'elle affectionnait tant. J'ai posé les dossiers sur la table basse, juste à côté de son verre de champagne. J'ai regardé Ibrahim, qui se tenait au seuil de la cuisine, et je lui ai fait un clin d'œil. Puis, je me suis tournée vers Sandrine. Ma voix était calme, posée, celle que j'utilisais pour annoncer les diagnostics difficiles à l'hôpital. Tu as raison, Sandrine, parlons de l'avenir de cette maison. Et parlons aussi de l'argent que tu as emprunté au nom d'Ibrahim pour masquer tes interdictions bancaires. Le visage de Sandrine a changé de couleur en un instant, passant d'un rose triomphant à un gris terreux. Ses invités se sont regardés, gênés. Elle a tenté de rire, de dire que je perdais la tête, mais j'ai ouvert le premier dossier. Voici les rapports de contentieux de ton ancienne boîte, Sandrine. Et voici les copies des signatures imitées d'Ibrahim. Tu pensais que nous étions vieux et incapables de comprendre, mais tu as oublié que la patience est une force que tu ne possèdes pas. Laurent s'est approché, le visage décomposé. L'image de la femme parfaite, de la sauveuse de la famille, s'effondrait sous ses yeux. La vérité n'avait pas besoin de cris pour être dévastatrice. Elle était là, froide et incontestable, étalée sur la table basse entre les petits fours et le champagne. Le salon, autrefois empli du brouhaha superficiel des collègues de Sandrine, était devenu une chambre froide. Le silence était si épais qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber sur le parquet. Sandrine restait pétrifiée, un verre à la main qui commençait à trembler de manière incontrôlable. Ses yeux faisaient des allers-retours entre les documents officiels et les visages de ses invités, qui détournaient le regard les uns après les autres. La honte, cette sensation qu'elle avait essayé d'infliger à Ibrahim pendant des mois, venait de changer de camp avec la violence d'un retour de flamme. « Sophie, tu divagues.
C'est une blague de mauvais goût, n'est-ce pas ? A-t-elle fini par bafouiller, mais sa voix n'était plus qu'un sifflement sans assurance. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris le temps de lisser les documents sur la table. Ce n'est pas une blague, Sandrine. C'est un audit. Le genre de choses que tu prétends maîtriser. Je me suis tournée vers mon fils, Laurent, qui semblait soudain avoir vieilli de 10 ans. Laurent, ton père et moi avons travaillé toute notre vie pour que cette maison soit un refuge, pas une garantie pour les fraudes de ta femme. Elle t'a menti, elle nous a volés, et surtout, elle a essayé de briser l'homme qui t'a tout donné. Ibrahim s'est alors avancé. Il a retiré lentement le tablier que Sandrine l'avait forcé à porter et l'a posé sur le dossier d'une chaise. Il ne l'a pas jeté, il ne l'a pas froissé. Il l'a déposé avec cette dignité tranquille qui l'avait toujours caractérisée. Il a regardé Sandrine, non pas avec colère, mais avec une pitié profonde. C'était le coup de grâce. Pour quelqu'un d'aussi orgueilleux qu'elle, être l'objet de la pitié de celui qu'elle méprisait était insupportable. Les invités ont commencé à s'éclipser. Les excuses étaient maladroites. On a une baby-sitter qui nous attend. On a un train tôt demain. En moins de 5 minutes, le salon luxueusement décoré était vide de toute présence étrangère, ne laissant que les débris d'une fête ratée et une vérité brute. Sandrine s'est effondrée sur le canapé, éclatant en sanglots, mais c'était des larmes de rage, la rage d'être démasquée. Elle a commencé à hurler que c'était injuste, que nous étions des ingrats qui ne comprenions rien à la pression du monde moderne. C'est là que j'ai pris la parole une dernière fois, ma voix restant d'une douceur glaciale. Le monde moderne, Sandrine, ne justifie pas l'absence de cœur. Tu as pensé que nos cheveux blancs étaient un signe de faiblesse. Tu as pensé que notre silence était une reddition. Mais dans notre culture, le silence est le temps où l'on observe. Et ce que nous avons vu, c'est une femme petite, terrifiée par son propre échec, qui essayait de se grandir en rabaissant un homme qui vaut 100 fois mieux qu'elle. J'ai alors sorti un dernier papier du dossier. Ceci est une mise en demeure. Vous avez 48 heures pour faire vos valises. Laurent, tu es mon fils, et je t'aime. Mais si tu restes avec elle, tu partiras aussi. Cette maison retrouve son propriétaire ce soir. La nuit qui a suivi a été la plus paisible que nous ayons connue depuis des mois. Laurent est resté prostré dans le bureau, tandis que Sandrine s'enfermait dans leur chambre pour remplir ses valises dans un vacarme de tiroirs qu'on claque. Ibrahim et moi, nous nous sommes installés dans notre cuisine, la nôtre, sans peur d'être jugés ou corrigés. Il a pris ma main dans la sienne, ses doigts calleux serrant les miens avec une gratitude immense. « Merci Sophie », a-t-il simplement dit. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Le surlendemain, ils sont partis. Sandrine n'a pas décroché un mot. Son visage caché derrière de grandes lunettes noires, l'arrogance remplacée par une amertume dévorante. Laurent, lui, m'a serré dans ses bras avec une tristesse qui m'a brisé le cœur, mais je savais qu'il devait faire ses propres choix d'homme. En les voyant charger le coffre de la voiture, j'ai ressenti un immense soulagement. La tension qui parasitait l'air de la maison s'était évaporée. Le calme est revenu à Nanterre. Ibrahim a repris sa place sur le balcon, son journal à la main, saluant les voisins avec son sourire retrouvé. Le vieux fauteuil en cuir est toujours là, dans le salon, et il n'ira nulle part. J'ai réalisé que mon intervention n'avait pas seulement sauvé nos finances, elle avait restauré l'équilibre du monde. Parfois, pour protéger ce qu'on aime, il faut savoir abandonner la douceur de l'ombre pour la lumière crue de la vérité. J'ai passé le reste de la semaine à redonner à la maison son âme. J'ai remis mes épices dans les placards, j'ai ressorti mes vieux rideaux, et j'ai surtout pris le temps de regarder Ibrahim vivre. Sa dignité n'était plus un souvenir, c'était à nouveau sa réalité quotidienne. Sandrine avait tenté de nous effacer, mais elle n'avait fait que souligner la solidité de nos fondations. Elle avait oublié qu'une maison ne tient pas par la décoration, mais par le respect de ceux qui y vivent. Aujourd'hui, quand je repense à tout cela, je n'éprouve aucun regret. La vérité est parfois brutale, mais elle est le seul remède contre le poison du mépris. Ibrahim marche à nouveau la tête haute. Et moi, Sophie, je veille sur ce sanctuaire que nous avons bâti. Nous sommes peut-être vieux aux yeux du monde, mais dans cette maison, nous sommes les gardiens d'une force que Sandrine ne comprendra jamais. Les semaines qui ont suivi le départ de Sandrine et Laurent ont été marquées par un silence étrange. Un silence qui n'était plus chargé de reproches, mais de reconstruction. Ibrahim a mis du temps à réoccuper tout l'espace de la maison. Au début, il demandait encore presque l'autorisation de s'asseoir dans le salon ou de changer de chaîne à la télévision, comme si le fantôme de Sandrine planait encore au-dessus de lui, prête à le réprimander.
Mais peu à peu, avec ma patience et mon soutien, il a retrouvé sa place de pilier du foyer. J'ai vu son dos se redresser, son regard s'éclaircir, et ce petit sifflement qu'il a l'habitude de produire en bricolant est revenu hanter joyeusement nos couloirs. Le plus difficile a été la relation avec Laurent. Mon fils est revenu nous voir seul, environ 1 mois après l'éclat de l'anniversaire. Il s'est assis dans cette même cuisine où son père avait tant souffert, et il a pleuré. Il nous a avoué qu'il savait, au fond de lui, que Sandrine avait dépassé les bornes, mais qu'il avait eu peur de se retrouver seul face à elle. Il a découvert l'ampleur des dettes qu'elle lui avait cachées et la procédure de divorce est désormais entamée. C'est une épreuve pour lui, mais c'est aussi son chemin vers la maturité. Ibrahim l'a pris dans ses bras sans une parole de reproche. C'est là que j'ai vu la grandeur d'âme de mon mari. Il n'y avait aucune place pour la rancœur, seulement pour l'amour paternel. Quant à Sandrine, elle a tenté de nous envoyer des courriers d'avocats pour contester son départ, mais les preuves de ses fraudes étaient trop accablantes. Elle a fini par disparaître de nos vies, emportant avec elle son arrogance et ses mensonges. Elle a appris, je l'espère, que l'on ne construit rien de solide sur le mépris des anciens. Elle pensait nous avoir modernisés. Elle n'a fait que nous rappeler la force de nos racines. La vérité a agi comme un grand coup de balai, laissant la maison propre et saine pour les années qu'il nous reste à vivre. Aujourd'hui, quand je regarde Ibrahim lire son journal sur le balcon, je sais que j'ai fait le bon choix. Ma méthode n'était pas celle du conflit frontal, mais celle de la vérité implacable. J'ai protégé l'homme que j'aime et l'honneur de notre famille. Si cette histoire vous a rappelé que personne, peu importe son statut ou son éducation, n'a le droit de vous faire sentir petit dans votre propre maison, alors mon récit aura servi à quelque chose. N'oubliez jamais que votre dignité est votre bien le plus précieux et que parfois, il faut savoir se battre pour elle avec l'arme la plus puissante qui soit, la vérité.